cet exemple-là de tracer la fonction de transfert. Donc le gain, le diagramme de Bode de la fonction de transfert qui vous est donné, donc c'était T de J oméga égale J oméga sur oméga C1 divisé par 1 plus J oméga sur oméga C2. Alors c'est de la forme T1 multiplié par T3, T1 et T3, ce sont des fonctions élémentaires voilà, qu'on a déjà tracées dans le cours. Alors je peux y revenir un petit peu dessus. Voilà, je reviens sur ces fonctions élémentaires, elles sont au nombre de 4. Vous vous rappelez, vous avez donc le T1 alors de la forme J oméga sur oméga C, donc ici c'est celle-ci qui va nous intéresser. Alors on a vu que c'était une droite de pente 20 dB par décade qui passe par le point oméga C et G1 égale 0 dB, puis la phase, comme c'est un imaginaire pur, la phase c'est plus pi sur 2. Voilà, vous aviez aussi l'inverse de T1, T2, et comme T2 c'est l'inverse de T1, G2 c'est moins G1, Φ2 c'est moins Φ1. Alors l'autre fonction qui va nous intéresser, c'était 3 égale 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C, c'est le filtre passe-bas. Donc là on avait déjà étudié ça donc dans un exemple. Donc je vous rappelle que c'était au niveau du gain, c'est 0 dB jusqu'à oméga C. À partir d'oméga C, c'est une demi-asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade. Pour la phase asymptotique, 0 jusqu'à oméga C, et ensuite moins pi sur 2 à partir de oméga C. Voilà, alors je vous montre un petit peu les diagrammes de Bode de la première fonction élémentaire. Donc une droite de pente plus 20 dB par décade qui passe par oméga C, et ensuite une phase égale à plus pi sur 2. Voilà. Et pour la troisième fonction, donc G3, on a dit 0 dB jusqu'à oméga C, et ensuite une droite, une asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade pour la phase donc 0 radian jusqu'à oméga C et moins pi sur 2 radian. Voilà, donc je me sers de ça pour tracer de l'exemple. Donc je reviens à l'exemple. Voilà, donc vous voyez que j'ai donc une fonction qui se décompose en deux fonctions élémentaires T1 et T3, donc T égale T1 fois T3, et donc G ou TdB, vous voyez je l'ai écrit ici, G ou TdB c'est G1 plus G3. Alors ce qui est relatif à T1, je trace ça en rouge, ce qui est relatif à T3 en vert. Pour l'argument, on va retrouver l'argument de T égale Φ1 plus Φ3. Voilà, alors ici je me suis occupé d'abord de tracer les gains des fonctions élémentaires. Pointillé rouge, donc G1, et pointillé vert, G3. Vous voyez, donc 5 divisions pour 20 dB. J'ai mis oméga C1 sur la première décade. Oméga C2, j'avais pris, pour l'exemple, j'avais pris 500 radians par seconde. Donc oméga, si je mets oméga C1 ici, donc là j'ai 100, 200, 300, 400, 500 je le trouve ici. Alors, première courbe, G1, donc une droite qui passe par oméga C1 de pente plus 20 dB par décade. Vous voyez, une décade, c'est le passage de 100 à 1000, donc j'ai plus 20 dB. Pour G3, ensuite G3, c'est 0 jusqu'à oméga C2, 0 dB jusqu'à oméga C2. À partir de oméga C2, une demi-asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade. Une décade, c'est le passage de 500 à 5000. D'accord, donc moins 20 dB, donc là j'ai ma demi-asymptote. Voilà, je somme tout ça. Donc du plus 20 dB par décade jusqu'à oméga C2, et à partir de oméga C2, vous voyez, je fais du plus 1 et du moins 1, ça fait 0. Donc j'ai une droite horizontale à 0 dB par décade. Donc à partir de ce point-là, donc là vous voyez, si je vais projeter sur l'axe abscisse, sur l'axe ordonné, excusez-moi, j'ai environ 14 décibels. D'accord, donc plus 20 dB par décade jusqu'à oméga C2, à partir de oméga C2, donc une droite horizontale, et vous voyez, donc la projection là me donne environ 14 décibels. On voit qu'on a un comportement ici de filtre passe-haut. Pourquoi ? Parce que vous voyez, les hautes fréquences après oméga C, elles possèdent un gain d'environ 14 dB, donc on a un petit peu plus en amplitude en sortie que ce qu'on a en entrée,
Et puis pour les basses fréquences, vous voyez que le gain devient de plus en plus négatif, donc on a une atténuation qui est de plus en plus grande, et donc les basses fréquences, elles sont filtrées. Donc filtre, ici, exemple de filtre passo. Pour la phase, donc la phase asymptotique, donc ça je peux l'effacer ici, j'avais tracé la phase réelle, on va enlever ça dans un premier temps. Alors pour la phase donc Φ1 plus pi sur 2, quel que soit oméga, et Φ3 en vert, donc 0 jusqu'à 500, et ensuite moins pi sur 2. Et ensuite je somme les deux courbes. Donc la verte vaut 0, la rouge vaut pi sur 2, donc en bleu c'est la somme, vous voyez, donc 0, pi sur 2 jusqu'à 500, et à partir de 500, pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. Voilà. Si j'avais voulu tracer la courbe réelle, alors au niveau du gain ça ne change pas trop, hein, vous pourrez vous amuser à le faire chez vous, vous prenez quelques valeurs, vous allez voir qu'il y a un petit décrochage ici au niveau de oméga C2, et ensuite la courbe réelle suit de très près la courbe asymptotique. C'est pas le cas pour la courbe réelle de la phase, il s'éloigne un petit peu plus du gain asymptotique, mais enfin le gain asymptotique ça reste un bon gabarit dans lequel va s'inscrire la phase. Donc ici, vous voyez, si je vous donne l'allure à peu près de la courbe, j'essaie de vous tracer l'allure de la courbe réelle, là on aurait quelque chose, vous voyez, elle va passer par ici à peu près, alors attendez, excusez-moi. Attendez, je vais essayer de vous faire ça, 2 minutes, j'ai un petit souci technique. Revenir, bon, disons que la courbe, voilà, la courbe réelle, si vous la tracez, elle va pour les basses fréquences, elle va être très proche du diagramme asymptotique, ensuite elle va décroître un petit peu, elle va passer au milieu ici, là, vous voyez, à peu près à pi sur 4 pour oméga C1 pour oméga égale 500, et ensuite elle va se remettre à décroître doucement, hein, jusqu'à tendre vers 0 pour les valeurs élevées de oméga. Voilà donc pour l'exemple. Alors, donc ensuite, je vais parler un petit peu de quadripôle du second ordre. Alors, donc pour l'instant, on a vu plutôt des fonctions du premier ordre, ou des fonctions qui pouvaient se décomposer en produits de fonctions du premier ordre. Oui, alors je peux faire un petit point. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vais revenir un petit peu vers le chat textuel. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas compris pourquoi son comportement est de type passo. Ben parce que vous voyez, si vous regardez le gain Dush, vous avez, alors si je reviens à la fonction de transfert ici, si je regarde le gain, je vois que j'ai de l'amplification, puisque j'ai un gain qui est positif pour les fréquences hautes, vous voyez, on le voit ici. Là, donc là, vous voyez, donc j'ai un gain qui est positif ici. Donc ça veut dire que les fréquences hautes vont peut-être même légèrement amplifiées, elles vont passer en étant amplifiées. Et par contre, sur les fréquences basses, vous voyez, lorsque je suis à gauche de oméga C2, par contre, là, j'ai un gain qui va être de plus en plus négatif, et donc une atténuation. Ça signifie que le VS va être de plus en plus inférieur à VE, l'amplitude de VS. Voilà, et donc les fréquences sont de plus en plus atténuées. Donc vous voyez que les basses fréquences sont très atténuées, les hautes fréquences, par contre, elles passent au-delà de 500, elles passent avec une certaine amplification, hein, et donc on a un comportement de type filtre passo. Voilà, est-ce que ça va? J'ai répondu à votre question. Alors, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de transfert du second ordre? Donc, c'est une fonction de transfert qui va du type
vous voyez 1 sur 1 plus A J oméga plus B fois J oméga carré. C'est-à-dire qu'au dénominateur, vous voyez, je vais avoir un polynôme en J oméga du second degré. Donc là, ça c'est caractéristique d'une fonction de transfert du second ordre. Voilà, ça c'est un comportement de type passe-bas. Pourquoi? Parce que si vous prenez le module de t, il tend vers 0 si oméga tend vers l'infini. Vous voyez, si oméga tend vers l'infini, le comportement il va être en 1 sur oméga carré. Donc ça tend vers 0 si oméga tend vers l'infini. Et si oméga tend vers 0, le comportement du module de t, t va tendre vers 1. Donc les basses fréquences vont passer, les hautes fréquences vont être filtrées. On a un comportement de type passe-bas. Alors, ce qu'on fait généralement, ce type de fonction de transfert, on la met sous forme canonique. Alors, la forme canonique, c'est relatif à ce qu'on avait vu au second semestre, lorsqu'on avait fait les premiers et les seconds ordres. Vous vous souvenez, les transitoires des premiers et seconds ordres, on avait défini ce que c'était que le coefficient de qualité petit m, que je retrouve ici, et puis la position propre oméga 0. Alors, vous voyez, donc la fonction de transfert, elle provient de l'équation différentielle, puisque je vous rappelle que le J oméga, c'est une dérivée par rapport à oméga, et puis le J oméga carré, c'est la dérivée seconde. Donc, vous voyez, ça, c'est la traduction de la fonction de transfert, c'est la traduction de l'équation différentielle sous forme de fonction de transfert, avec les complexes. Voilà, donc on retrouve les mêmes notations, la même forme canonique, si vous voulez, que pour la fonction, que pour un second ordre, avec l'équation différentielle. Voilà, donc le oméga 0, vous vous souvenez, c'était la position propre, et le petit m, c'était le coefficient d'amortissement. Voilà. Donc on met ça sous forme canonique, donc on récupère ici donc, le coefficient d'amortissement et puis la position propre. Ce qu'on peut dire, en fait, bon, sans rien démontrer, mais on s'en servira dans un petit exo, si m est supérieur à 1, on est dans le cas des forces d'amortissement, puisque ça c'est le coefficient d'amortissement, ça veut dire un coefficient d'amortissement fort. Vous voyez, ça, au niveau de l'équation différentielle, ça correspond au cas où les racines de l'équation caractéristique, elles sont réelles. Voilà, dans ce cas-là, vous voyez, on a un comportement du transitoire qui est apériodique, vous vous souvenez. Et nous, pour la fonction de transfert, en fait, si m est supérieur à 1, on peut montrer qu'on peut la décomposer en deux premiers ordres, du type T3, donc T3 et T3'. Donc on va pouvoir décomposer, et donc on n'a pas vraiment un comportement de second ordre, on a un comportement qui est plutôt le comportement de deux premiers ordres en cascade. Si m est plus petit que 1, on est dans le cas des faibles amortissements, la fonction de transfert ne peut pas être factorisée, elle va rester comme ça. On est dans le cas, pour l'équation différentielle, où les solutions de l'équation caractéristique, ce sont deux complexes conjugués. Dans ce cas-là, vous vous souvenez, on a un transitoire qui est pseudo-périodique. Et là, c'est un véritable comportement de second ordre. Il se comporte comme un vrai second ordre, avec ses caractéristiques propres. Voilà, donc ça je vous demanderai de l'admettre, on s'en servira une fois en TD, voilà, et tout ça vous le démontrerez plus tard, l'année prochaine on vous reparlera, on généralisera la notion de système du premier ordre et du second ordre. Alors, un second ordre, la courbe de gain, vous voyez que la décroissance se fait en 1 sur oméga carré, la courbe de gain, au lieu d'avoir une pente de moins 20 dB par décade, dans la partie où elle coupe, elle a une pente de moins 40 dB par décade. Le moins 40 dB par décade, vous voyez, il provient du 20 log de 1 sur oméga carré, ça fait le carré, ça se transforme en 2 avec le logarithme, donc au lieu d'avoir du moins 20 dB, j'ai du moins 20 dB fois 2, du moins 40 dB par décade. Donc moins 20 dB, je vous rappelle, c'est 20 log de 1 centième, de 1 dixième, c'est 20 log de 1 dixième, moins 40 dB, c'est 20 log de 1 centième. C'est-à-dire que le filtre du second ordre, il va être 10 fois plus efficace que le filtre du premier ordre. Le filtre du premier ordre, au bout d'une décade, l'amplitude est divisée par 10, et un filtre du second ordre, au bout d'une décade, l'amplitude est divisée par 100. La courbe de phase du second ordre, elle va évoluer entre 0 et moins pi. Vous vous souvenez que la courbe de phase d'un premier ordre, elle évoluait, elle, entre 0 et moins pi sur 2. Le coefficient d'amortissement petit m, il est également noté petit z sur certains livres, ou voire xi. Xi, c'est la lettre que vous utilisez dans le tableau d'avancement que vous faites en chimie. Vous voyez l'avancement molaire, vous le notez xi en chimie, donc c'est la même lettre. Une remarque supplémentaire, si le m, vous voyez, si vous êtes dans le premier cas, m plus petit que 1,
le cas où m est inférieur à 0,7, exactement m inférieur à 1 sur racine de 2, vous avez un phénomène de surtension, c'est-à-dire que vous allez avoir la tension de sortie qui en amplitude peut dépasser l'amplitude de la tension d'entrée. On appelle ça un phénomène de surtension ou un phénomène de résonance. On en parlera un peu plus en détail dans le chapitre 5. Voilà, et si m est supérieur à 1 sur racine de 2, à 0,7 environ, là il n'y a pas ce phénomène de résonance. Voilà, alors là quelques exemples de tracés de diagramme de Bode pour un second ordre de type passe-bas et pour différents coefficients d'amortissement. Vous voyez, on part de grands coefs d'amortissement ici, 3, 2, et on va jusqu'à 0,1. J'ai photocopié ça dans un manuel. Voilà, vous avez cet ensemble de courbes. Alors c'est tracé par rapport à une pulsation, la pulsation réduite oméga sur oméga n. C'est pour ça qu'ici on a 1, on aurait pu mettre oméga n. L'oméga n c'est oméga 0, c'est la pulsation propre. Voilà, alors on voit, vous voyez, pour les fortes valeurs de xi, de l'amortissement, on est assez loin du diagramme asymptotique, c'est-à-dire qu'on a des courbes voilà, qui vont décroître d'assez loin, si vous voulez, voilà, avec une pente de moins 40 dB par décade. Moins 40 dB par décade, c'est aussi moins 12 dB par octave. Ensuite, si on monte voilà, dans des fonctions de transfert avec des coefficients d'amortissement qui sont faibles, vous voyez qu'à partir de 0,7, on commence à voir qu'il y a un petit décollement, vous voyez, par rapport au 0 dB, donc 0 dB c'est Vs égale VE. Voilà, et puis là on voit qu'il y a un petit décollement, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de gain, on commence à voir le phénomène de surtension, le phénomène de résonance. Alors ce phénomène-là, il est net à 0,5, vous voyez, à xi égale 0,5, on a un phénomène de résonance qui est net, vous voyez que la fonction de transfert, là, décolle réellement par rapport au 0 dB. Voilà, 0,4, vous voyez, c'est encore un peu plus net, et vous voyez 0,3, 0,2, là, la surtension est assez élevée, on est plutôt autour de la surtension, elle est plutôt autour de oméga n, elle est de plus en plus forte au fur et à mesure que le coefficient d'amortissement xi diminue. Voilà, donc le phénomène de résonance, on le voit ici. Au niveau de la courbe de phase, voilà, en fonction de xi, donc voilà, si on est sur des valeurs de xi ou de m qui sont faibles, des amortissements faibles, on suit bien le diagramme asymptotique, c'est-à-dire qu'on a une courbe qui est assez proche de 0 radian, et ensuite ça décroît rapidement vers moins pi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien toujours? Est-ce qu'il y a des petits problèmes? Parce que j'entends alors je ne sais pas si c'est mon écho à moi ou si c'est vous qui avez mal éteint le micro. Ouais, voilà. Mais sinon au niveau du signal, est-ce que vous pouvez me dire que c'est bon là pour l'instant? Moi comme il n'y a pas de calcul, hein, je suis assez rapide au niveau du cours. Hein, j'ai envie de me concentrer plus sur le TD, puisque c'est voilà, faire des exos. Je fais le cours assez rapidement. Vous pouvez me dire que c'est bon au niveau du streaming et puis de la voix, s'il vous plaît? Ouais, il faudrait que vous éteigniez les micros. Il y a quelques micros qui fonctionnent, c'est un peu gênant. C'est un peu haché, voilà. Mais vous retrouverez ce cours, je suis en train de le filmer, donc vous le retrouverez sur YouTube, je vous le mets ce soir. Bon, si ça reste compréhensible, on continue. Hein. Donc ça, c'est la plus mauvaise période de la journée. Hein. Sur n'importe quel type de serveur, les gens travaillent beaucoup entre 10h et 16h, et donc c'est là où on a le signal qui est de moins bonne qualité. Voilà, alors juste pour terminer le chapitre 3, une petite classification des différents quadripoles auxquels vous pouvez avoir affaire. Alors, vous avez donc vous allez avoir des amplis, alors des amplificateurs, vous verrez ça donc plutôt l'année prochaine quand vous allez faire un petit peu d'électronique. Donc un amplificateur, c'est un quadripôle, un circuit si vous voulez avec une entrée et une sortie, qui est capable d'amplifier le signal d'entrée. Alors ça sert à quoi? Ça sert en détection, quand vous avez un signal qui arrive, qui a un peu voyagé, qui est passé par des câbles, ou qui a été transmis en espace libre entre deux antennes, il arrive, il est affaibli. Il est bruité également, et il faut l'amplifier avant de traiter l'information que contient le signal. Alors pour ça, voilà, on va amplifier la tension, donc on a un amplificateur de gain ou de coefficient d'amplification A.
voilà, qui permet de récupérer un signal S2T, donc qui est l'image de 2T, mais avec un coefficient d'amplification. Ouais, vous me dites qu'il y a des petits problèmes, donc je vais revenir un petit peu, je vais voir ce qui se passe là, sur la plateforme. Ouais, non, moi pour moi le signal est de bonne qualité, voilà, au niveau du son et puis au niveau du streaming, parce que moi je vois qu'il y a même 3 petites barres. Vous comprenez plus rien? Ouais, non, je regarde les messages, je vois ce qui arrive. Ouais, pour tout le monde, le son est pas bon, parce que moi je vois qu'au niveau de la plateforme, il y a vraiment du signal. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Alors c'est curieux parce que ouais, parce qu'après vous avez voilà, il y a quand même, moi j'ai mes 3 petites barrettes là sur la plateforme. Mais c'est vrai que là vous tombez sur la séance généralement qui est la plus compliquée, parce que c'est la séance entre 10h, enfin autour de 10h et jusqu'à 16h, c'est pas génial généralement s'il y a beaucoup de monde connecté. Ouais, bon. On va continuer. Alors, bon, ben dites-moi si vous entendez plus du tout. Hein. Moi, je contrôle en permanence ce qu'il y a écrit, hein, parce que j'ai le téléphone à côté de moi et puis je vois les messages. Voilà, je vais revenir au cours. Voilà, je vous dis, le cours, vous l'aurez ensuite sur YouTube à partir de ce week-end. Je le mets sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors là, vous avez, donc il y a rien de compliqué, même si vous entendez pas trop bien, c'est pas méchant, c'est assez simple. Donc là, vous avez différents types de fonctions qui sont réalisées par des quadripoles. Donc il y a une fonction importante, c'est l'amplification. Alors un amplificateur, il permet d'amplifier la tension d'entrée, c'est-à-dire de récupérer plus de signal que ce qu'on a en entrée. Alors la fonction de transfert idéale de l'amplificateur, hein, ce serait une fonction de transfert qui est réelle avec voilà, éventuellement un coefficient d'amplification qui est strictement supérieur à 1 en valeur absolue. Voilà, l'amplificateur idéal, il aurait une bande passante infinie, c'est-à-dire qu'il amplifierait de la même manière toutes les fréquences. Dans la pratique, les amplificateurs ont une bande de passante qui est finie et qui dépend de la technologie. Donc généralement, un amplificateur, il amplifie une bande bien déterminée, et tout ce qu'il y a autour, généralement, c'est pas aussi bien amplifié que la bande passante. Voilà. Après, vous trouvez d'autres fonctions. Vous avez des convertisseurs tension-courant. On vous en parlera un petit peu l'année prochaine en électronique. Donc, c'est des convertisseurs des circuits qui sont capables de transformer une tension en un courant avec la même forme, en fait, ou l'inverse, ou des convertisseurs courant-tension. On s'en sert en électronique. Vous verrez pourquoi l'année prochaine. Après, vous avez un tas de correcteurs analogiques sur des systèmes asservis, des correcteurs de type PI, PD, PID. Ce sont des correcteurs qui permettent de corriger des erreurs de position, des problèmes de vitesse sur des systèmes commandés, et éventuellement également des problèmes de stabilité. Donc tout ça, voilà, vous verrez comment les construire en 2e et 3e année, ces correcteurs. Et d'ailleurs, ils se déduisent du diagramme de Bode des asservissements boucle ouverte. Voilà, donc c'est pour ça que le diagramme de Bode, entre autres, est très important. Et puis ce qui va nous intéresser nous, c'est surtout cette année, c'est surtout les filtres. Voilà, on a déjà parlé un petit peu, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est voilà, un petit peu reconnaître les filtres. Alors un filtre, c'est un dispositif qui est capable d'éliminer des fréquences qui sont non désirables. Hein. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un signal temporel, un signal qui dépend du temps, il se décompose en une infinité de sinusoïdes. Chaque sinusoïde a une fréquence propre. La fréquence de la sinusoïde, c'est l'inverse de sa période. Donc le filtre il est là pour récupérer des fréquences intéressantes et pour en éliminer d'autres. Alors, il y a plusieurs moyens de faire des catégories de filtres. Notamment, on peut d'abord, il y a certains filtres qui sont des filtres actifs, d'autres des filtres passifs. Alors, un filtre passif, c'est un filtre qui est constitué d'éléments passifs. Les éléments passifs, c'est des résistances, des bobines, des condensateurs.
Un filtre actif, c'est un filtre qui contient en plus un composant actif, comme un amplificateur par exemple. Quand vous avez un filtre avec du gain en bande passante, c'est-à-dire avec une tension dans la bande passante qui est supérieure à la tension d'entrée, c'est que c'est un filtre actif. Donc il est constitué de résistance, de bobine et de condensateur, mais pas que de ça. Il y a en plus des amplis. Un ampli, voilà, c'est un composant actif à base de transistors. On peut également catégoriser les filtres d'une autre manière. Il y a des filtres qui sont des filtres numériques et des filtres analogiques. Un filtre analogique, c'est un filtre qui est réalisé à base de composants physiques, résistance, bobine, condensateur, éventuellement transistor pour faire des amplificateurs. Un filtre numérique, c'est un calculateur. Un filtre numérique, il va travailler sur un algorithme de filtre avec des 0 et des 1. Un filtre numérique, ça peut être l'algorithme qu'on a rentré dans un microcontrôleur ou dans un microprocesseur. Et cet algorithme de filtre, il déduit de la fonction de transfert. Alors, la plupart des filtres actuellement, ce sont des filtres numériques. Vous avez votre signal analogique qui est à filtrer, donc qui est numérisé, mis sous la forme de 0 et de 1. Et ensuite, vous avez l'algorithme du filtre qui travaille sur les 0 et les 1 pour vous donner en sortie un signal filtré sous la forme de 0 et de 1. Et ce signal ensuite est reconstitué et ça vous donne le signal analogique filtré. Voilà. Mais l'algorithme du filtre numérique se déduit également de la fonction de transfert. Donc vous voyez, il faut quand même passer par la fonction de transfert. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si au niveau du signal c'est bon maintenant? Est-ce que je parle beaucoup? Là, je vois qu'il n'y a pas de remarques sur le chat textuel. Je reviens un peu vous voir. Voilà, c'est bon. Ouais, je vois qu'au niveau du signal, c'est pas mal. Là, je vais assez vite parce qu'il n'y a pas de formule, il n'y a rien, donc autant aller assez vite sur le cours. Je vous dis, le cours, vous aurez moyen d'y revenir. Voilà, donc il est à disposition sur Moodle et je vous dis, c'est la séance que je fais en ce moment, et je la filme et je vous la mets sur YouTube en fin de soirée. Voilà. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est la définition de la fréquence de coupure, c'est la définition que tout le monde utilise. Donc ça, il faut vraiment connaître, je l'entoure en rouge ici. Là, alors, la définition de la fréquence de coupure, c'est la suivante. Donc, c'est la fréquence pour laquelle le module de la fonction de transfert est égal au module max divisé par racine de 2. Donc, c'est la définition que tout le monde adopte, que ce soit les physiciens, électriciens, électroniciens, etc., ou automaticiens, ils adoptent ça comme définition de la fréquence de coupure. Donc, ça connaître par cœur. Donc, ça, c'est la définition de la fréquence de coupure à partir du module de la fonction de transfert. Vous avez également la définition de la fréquence de coupure à partir du gain. Le gain, c'est 20 log du module de t. Donc, le gain pour oméga égale oméga c, c'est 20 log de t max, donc ça vous fait g max, donc c'est le gain max, et plus 20 log de racine de 1 sur racine de 2. 20 log de 1 sur racine de 2, c'est moins 20 log de racine de 2, et 20 log de racine de 2, c'est environ 3 dB. Donc G de oméga c, c'est à peu près G max moins 3 dB. Donc ça veut dire que si vous avez la réponse en fréquence d'un circuit, si vous voulez la bande passante, vous allez chercher le gain max sur votre courbe, et à partir du gain max, vous placez 3 dB plus bas et vous regardez l'intersection de la courbe avec une droite horizontale à G max moins 3 dB, vous allez récupérer comme ça là où les fréquences de coupure. Alors, le rôle du filtre, c'est d'effectuer un tri, une séparation des signaux en fonction des fréquences qui constituent le signal. N'oubliez pas qu'un signal temporel, fonction de t, je vous le redis, il peut se décomposer en une infinité de sinusoïdes, et ces sinusoïdes, ce sont des fréquences. La période la fréquence d'une sinusoïde, c'est l'inverse de la période de la sinusoïde. Donc il y a certaines dans un signal, il y a certaines fréquences qui sont plus présentes que d'autres. Si moi je parle avec une voix grave, si je suis face à vous, alors là je parle à travers l'ordinateur, ma voix est déjà filtrée, mais quand je suis face à vous, j'ai une voix qui est plutôt assez grave. Donc si on analyse le spectre du signal sonore qui correspond à ma voix, on va voir que les fréquences importantes, ce sont surtout les basses fréquences, on va dire des fréquences entre 100 Hz et 2000 Hz. Ça veut dire qu'en fait, je peux me contenter de transmettre mon signal avec ces fréquences-là, si vous voulez, avec des fréquences qui vont de 100 à 2000. Ma voix, elle sera assez fidèle à ce qu'elle est en réalité. Vous
voyez, c'est peut-être pas nécessaire d'encombrer la bande passante avec des fréquences qui iraient de 0 à 100 et puis des fréquences qui iraient au-delà de 2 kHz. Voilà, on peut réduire un petit peu la bande passante avec un filtre et transmettre ma voix uniquement sur ces fréquences qui sont plutôt des fréquences graves, de manière à économiser la bande passante. Vous voyez, donc le filtre, il peut faire ça, il peut sélectionner une bande de fréquence pour réduire un petit peu donc l'utilisation de la bande passante, et puis voilà, laisser passer que ces fréquences importantes. Vous voyez, c'est ce qu'on fait actuellement. Vous voyez, tout le monde est connecté sur Internet, puisque voilà, les gens ils travaillent par télétravail, et puis les étudiants et les élèves ils suivent des cours sur des plateformes. Et vous voyez que donc on a besoin de beaucoup de bandes passantes. Plus on laisse passer de débit, plus il faut de bandes passantes. Donc là, vous avez des filtres en permanence qui sont là pour essayer de réduire chez les opérateurs au maximum la bande passante de manière à ce que ça puisse passer dans tous les tuyaux. Donc voilà, on va limiter au maximum la bande passante des utilisateurs, voilà, pour que il n'y ait pas trop d'embouteillage ensuite quand ça va vers le matériel de l'opérateur. Donc si vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous allez voir que dans la journée, même si vous regardez votre débit en 4G téléphonique, vous allez voir que le débit est très réduit. Pourquoi ? Un débit réduit, ça veut dire une bande passante qui est réduite, parce qu'il y a plein de gens qui se connectent en permanence. Et donc comme la bande passante n'est pas infinie, attribuée à chaque opérateur, il faut réduire un petit peu les débits de chacun des utilisateurs, c'est-à-dire réduire la bande passante. C'est-à-dire qu'il y a des filtres qui sont comme ça, comme tout ne passe pas, il y a trop d'utilisateurs, il y a des filtres qui réduisent un petit peu les débits. Voilà, le domaine de prédilection d'utilisation des filtres, donc les télécoms, on vient d'en parler, donc dès que vous avez des télécommunications, des transmissions de signaux qui contiennent l'information d'un point à un autre, donc il y a des composants électroniques, et que ce soit des transmissions sur des fils, des fibres optiques, ou des fils en cuivre, ou des transmissions en espace libre, entre deux antennes, il y a des filtres partout. Voilà, après vous avez des exemples de filtres en acoustique également, à la sortie d'un amplificateur hi-fi. Généralement, l'amplificateur il sépare les graves des médiums des aigus pour envoyer ça sur la bonne enceinte. Pour les graves, on va utiliser plutôt un haut-parleur qui a un fort diamètre, ça permet de transmettre mieux les graves, et pour les aigus, c'est plutôt des haut-parleurs qui ont un tout petit diamètre, ça transmet mieux les aigus. Les filtres permettent aussi de nettoyer un petit peu des signaux qui proviennent de circuits électroniques au cours de la transmission. Généralement, les signaux ils accumulent des bruits, ensuite ils s'atténuent au cours de la transmission, et puis ils récupèrent aussi des signaux, des perturbations qui proviennent d'autres circuits ou d'autres transmissions. Et tout ça, les filtres ils permettent un petit peu de nettoyer tout ça, d'enlever les perturbations sur un signal qui contient de l'information. Voilà pour quelques applications des filtres. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Dans n'importe quel domaine des sciences de l'ingénieur, vous avez des filtres partout. Alors je reviens un petit peu vers vous. Est-ce que ça va toujours au niveau du signal? Ça a l'air. Moi je vois chez moi, j'ai 3 petites barrettes vertes, donc généralement c'est signe que la transmission se fait bien. Vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours bien, s'il n'y a pas trop de coupures. Ouais, ça va. L'écran aussi, je suppose. Bon, je reviens au cours, j'essaie de terminer ça assez rapidement. Voilà, alors on peut classifier les filtres par rapport à leur bande passante, c'est-à-dire aux fréquences qui passent. Donc il y a 4 catégories, si on fait une classification avec la bande passante. Vous avez des filtres passe-haut et passe-bas. On a déjà vu ce que ça voulait dire. Passe-bas, donc c'est un filtre qui laisse passer les basses fréquences, qui élimine les hautes fréquences. Le passe-haut, il fait l'inverse. Il laisse passer les hautes fréquences, il élimine les basses fréquences. Vous avez ensuite des filtres passe-bande, donc qui sont capables de laisser passer juste une bande de fréquence, et des filtres réjecteurs ou coupe-bande qui eux laissent passer, coupent une bande passante en particulier et une bande de fréquence en particulier et laissent passer le reste. Alors là, ici, vous avez le tracé du module de la fonction de transfert. C'est pas le gain que j'ai tracé, c'est directement le module en fonction de la fréquence. Alors dans le cas de fonction de transfert idéalisée, c'est pas ce qu'on a en réalité. Mais la fonction de transfert idéale du filtre passe-bas, ce serait une fonction de transfert qui vaut 1 jusqu'à la fréquence de coupure et qui vaut 0 ailleurs.
Donc là, ici, les fréquences passent, puisque module de V est égal à module de VE. Et à partir de là, T vaut 0, donc ça veut dire que Vs vaut 0, et ça, quelle que soit la fréquence. D'accord? Donc là, ici, les fréquences passent, ici, les fréquences sont coupées, donc les basses fréquences passent jusqu'à FC, au-delà de FC, les fréquences sont coupées, c'est un filtre passe-bas. La bande passante du filtre passe-bas, en abrégé, je mets BP, elle va de 0 à FC, le reste du spectre, c'est-à-dire le reste des fréquences, de FC jusqu'à l'infini, c'est la bande qui est éliminée, la bande coupée. BC, bande coupée. Le filtre passe-haut, c'est l'inverse. Donc T égale 0 jusqu'à FC. Au-delà de FC, T vaut 1. La bande passante, elle va de FC jusqu'à l'infini. Et la bande coupée, elle va de 0 jusqu'à FC, puisque T vaut 0. Alors, ici, vous avez un exemple de filtre passe-bande. C'est-à-dire qu'entre FC1 et FC2, le module de la fonction de transfert vaut 1. En deçà, vous voyez, de cette bande qui passe, la fonction de transfert vaut 0. La bande passante, donc, elle est comprise entre FC1 et FC2. Et la bande coupée, c'est 0 FC1 union FC2 l'infini, puisque à gauche et à droite de FC1 à FC2, la fonction de transfert vaut 0. Donc ça, c'est le filtre passe-bande. Le filtre coupe-bande, il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il rejette, ou réjecteur, il rejette la bande de fréquence entre FC1 et FC2, et il laisse passer tout ce qui est en dehors de FC1 et FC2, donc il laisse passer 0 FC1 union FC2 l'infini. Alors, des exemples de filtres passe-bas et passe-haut, on a déjà vu. On verra un exemple de filtre passe-bande en TD. Par contre, je n'ai pas d'exemple de filtre réjecteur en TD, en tout cas pour cette année. Alors, une petite remarque. Au niveau du... voilà, là, on a vu plutôt des filtres idéaux. Un filtre réel par rapport à ces filtres idéaux, il présente un certain nombre d'imperfections. Alors les imperfections les plus courantes, c'est en bande passante, on n'a pas généralement une atténuation qui est nulle. Ici, regardez, si je me place ici en bande passante, j'ai un module de T qui vaut 1, donc ça veut dire une atténuation qui vaut, ou un gain qui vaut 0, puisque 20 log de T ça vaut 0 du coup. Donc 0 dB, ça veut dire que ça filtre pas, ça amplifie pas et puis ça atténue pas. Le signal il passe tel quel. Donc en général, on n'a pas dans le filtre réel, on n'a pas une atténuation qui est nulle. Et pour la bande coupée, on n'a pas non plus une atténuation qui est infinie. Vous voyez, 20 log si x tend vers 0, 20 log de la limite de 20 log de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Donc là, ça voudrait dire une atténuation qui tend vers moins l'infini lorsqu'on passe au log. Et c'est jamais le cas pour un filtre réel. L'atténuation, elle est négative, mais elle est pas forcément, elle tend pas forcément vers moins l'infini. Et puis ensuite, la transition entre la bande passante et la bande coupée, malheureusement, elle se fait pas aussi brusquement. Elle se fait un peu plus doucement. Il y a une espèce de continuité entre la bande coupée et la bande passante. Donc, on n'a pas une pente qui est infiniment raide pour un filtre réel. Voilà donc les imperfections, vous voyez, les plus courantes pour le filtre réel par rapport par rapport au filtre idéal. Donc là, vous avez a priori, vous dites que vous avez quelques PB pour m'entendre, quelques petits problèmes. On peut, voilà, je vais essayer de voir au niveau de la plateforme ce qui se passe. Ouais, pour moi, je vois encore un signal qui est de qualité correcte. Je me demande si je peux remettre le filtre passe-haut. Oui. Alors tout ça, j'ai été assez vite parce que vous avez le poly sur Moodle qui est complété. Donc c'est pour ça que je vais assez vite, mais je vous remets, hop, le filtre. Voilà, filtre passe-haut. Donc vous aviez
les trois types de filtres. Hein. Ici, un passe-bas, donc avec une fonction de transfert qui vaut 1 dans la bande passante, 0 ailleurs. Passe-haut, c'est l'inverse, vous voyez, donc ça inverse bande coupée et bande passante, hein, donc 0 jusqu'à FC, et ensuite à partir de FC, vous avez la fonction de transfert qui vaut 1, donc là les fréquences passent, ici les fréquences sont coupées, donc la bande passante, elle va de FC jusqu'à l'infini, la bande coupée de 0 à FC. Pour le filtre passe-bande, vous voyez, vous avez simplement une bande de fréquences qui passe entre FC1 et FC2, à l'extérieur c'est coupé. Le filtre réjecteur ou le filtre coupe-bande, il laisse passer tout ce qu'il y a à l'extérieur de FC1 et FC2 et il coupe entre FC1 et FC2. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autres précisions, hein, Voilà, donc tout ça, vous le retrouvez, vous n'avez pas besoin de le noter, vous le retrouvez sur le poli que vous avez sur Moodle. Jetez un coup d'œil souvent hein, sur Moodle, je rajoute des choses, comme je vois que tout le monde ne lit pas forcément les messages que j'envoie sur le forum, donc allez jeter des coups d'œil régulièrement sur Moodle. Voilà, et pour terminer le cours, un petit tableau récapitulatif des différentes fonctions de transfert de filtres. Alors, les deux premières, vous voyez, on a déjà vu ça. Ici, vous avez la fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Ce qu'on pourrait montrer, c'est que le oméga C, c'est la pulsation de coupure du filtre passe-bas du premier ordre. Ici, vous avez un filtre passe-haut du premier ordre. On a vu ça dans l'exemple du cours tout à l'heure. Et on peut montrer également que le oméga C, dans ce cas-là, c'est la pulsation de coupure du filtre passe-haut. Ici, le filtre passe-bas du second ordre. On a parlé également quand on a fait les fonctions du second ordre, avec une décroissance en 1 sur oméga carré dans la bande coupée. Voilà, on aurait une pulsation de coupure qui est autour de oméga C. C'est pas forcément exactement oméga C, mais on va dire que c'est autour de oméga C. Ici, un filtre passe-haut du second ordre. Alors, comment on peut voir que c'est un filtre passe-haut du second ordre? Regardez, si vous prenez le module, vous voyez que le module, les termes du plus haut degré, ça va être du oméga carré sur oméga C2 au numérateur. Ici, ça va être du oméga carré également sur oméga C2 au dénominateur. Donc, vous voyez que si oméga tend vers l'infini, ça va se comporter comme du oméga sur oméga C au carré au numérateur, divisé par du oméga sur oméga C au carré au dénominateur. Donc, ça va tendre vers 1. Si oméga tend vers l'infini, alors que si oméga tend vers 0, ben, le numérateur il tend vers 0 et donc la fonction de transfert va tendre vers 0. Donc les basses fréquences ici elles vont être coupées, les hautes fréquences elles vont passer. Donc là plutôt un comportement de passe-haut du second ordre. Ici, vous voyez, quand vous avez un monôme du premier ordre au numérateur et ensuite un dénominateur du second ordre, on est sur un filtre passe-bande. Alors on peut le voir aussi, vous voyez, si on fait des études un petit peu aux limites, alors vous voyez que si oméga tend vers 0, on voit bien que le T, la fonction de transfert, le module tend vers 0. Si oméga tend vers l'infini, vous voyez le comportement sur les hautes fréquences, ça va être ici au numérateur un comportement en 2m oméga sur oméga C, et pour le module dénominateur, ça va être un comportement en oméga sur oméga C au carré pour oméga qui tend vers l'infini. Et donc finalement, pour oméga qui tend vers l'infini, on va avoir un comportement en 1 sur oméga, et donc ça va tendre vers 0. Également. Donc ça signifie que les basses fréquences elles passent pas pour cette fonction de transfert, les hautes fréquences ne passent pas non plus, donc vous allez avoir juste une bande passante qui va passer entre les hautes et les basses fréquences. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que si oméga est égal à oméga C, on va se retrouver avec du J au carré plus 1, J au carré c'est moins 1, plus 1 ça fait 0, donc on voit que la fréquence centrale à oméga égale oméga C, elle est complètement rejetée, c'est-à-dire que T vaut 0, et les fréquences autour de ce oméga C vont être également rejetées. Voilà, alors que si oméga tend vers l'infini ou si oméga tend vers 0, la fonction de transfert va tendre vers 1 et du coup les fréquences autour de la bande qui est rejetée elles vont passer. Donc là plutôt un exemple de filtre coupe-bande. Voilà. Alors ces trois-là,
Vous voyez le passe haut, alors le passe bas du second ordre, le passe bande également du second ordre, je vais voir ça en TD. Celui-ci, je crois que je le vois pas en TD. Et le coupe bande non plus, je ne vois pas en TD. Voilà, on aura vu, donc on verra des filtres du premier ordre de type passe bas, premier ordre passe haut, des second ordre de type passe bas, et je verrai un exemple également de filtre passe bande dans le TD. Voilà, donc bien sûr, ça, ces fonctions-là, elles ne sont pas à connaître, mais en faisant quelques exos, vous allez voir que vous les reconnaîtrez quand même assez facilement. Voilà, donc là j'ai terminé le chapitre 3, un petit peu je reviens vers vous, voir si vous avez des questions avant de passer au TD. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chapitre 3. Alors, je vous écoute. Vous pouvez prendre la parole en ouvrant le micro. Voilà, j'ai l'impression qu'au niveau de la connexion, c'est bon. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire que vous m'entendez bien maintenant et puis que vous voyez bien l'écran également? Ouais, d'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, je passe au TD. Je vais essayer de traiter l'exercice 1 du TD 3 que vous retrouvez sur Moodle. Donc les corrigés détaillés, j'ai fait des corrigés assez détaillés. Vous trouvez donc le corrigé de l'exercice 1 et l'exercice 2 du TD3 sur Moodle. J'ai rajouté l'exercice 2 et l'exercice 3 également sur Moodle, donc un corrigé qui est très détaillé. Alors prenez le texte de l'exercice 1, TD3, voilà, que vous compreniez bien ce qu'on fait. Moi, je vous passe juste la correction. Voilà. Alors, donc on vous demande de tracer le diagramme de Bode d'une fonction de transfert qui vous est donnée. Alors vous ne savez pas de quel circuit elle provient, c'est pas ça qui est important, c'est juste essayer de voir si on arrive à faire le tracé avec les techniques qu'on a vues jusqu'à présent. Donc là, la technique, elle consiste à décomposer T en fonction de transfert élémentaire. Les fonctions de transfert élémentaire, vous vous rappelez, j'y suis revenu au début de la séance, il y en a 4. Il y a T1 en J oméga sur oméga C, vous avez T2 qui est l'inverse de T1, donc 1 sur J oméga sur oméga C, et puis vous avez deux autres, donc la troisième c'est le filtre passe-bas du premier ordre, 1 sur 1 plus J oméga divisé par oméga C. La quatrième c'est l'inverse de T3, et donc c'est 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà, on a vu comment tracer les diagrammes de Bode de ces 4 fonctions élémentaires. On sait les tracer. Pour T1 et T2, le gain, ça vous donne des droites de pente pour la première, moins 20 dB par décade, pour la seconde, plus 20 dB par décade. Pour la phase, la première, c'est plus pi sur 2. Pour T2, c'est moins pi sur 2, puisque c'est des fonctions de transfert qui sont imaginaires pures. Et pour T3 et T4, pour T3, je vous rappelle le gain, 0 dB jusqu'à oméga C, ensuite une asymptote oblique à moins 20 dB par décade, et la phase de T3, 0 radian, moins pi sur 2 radian après oméga C. Et T4, c'est l'opposé. C'est-à-dire que T4, le G4, ça va être moins G3, donc G4, ça va être 0 dB jusqu'à oméga C, ensuite une asymptote oblique de pente plus 20 dB par décade. Pour la phase ensuite, vous allez avoir du 0 radian jusqu'à oméga C pour la phase Φ4, et ensuite du plus pi sur 2 au-delà de oméga C. Donc je vais me servir de ça pour tracer T. Alors faites attention, vous voyez là ici c'est la forme T2, on a K qui est égal à T qui est égal à K fois T2 fois T4 et fois T3,
Ici, j'ai une forme de type T2. Alors, par contre, l'indice de oméga, du oméga de K sûr, enfin du point particulier oméga C, voilà, dans le cours, hein. Ici, c'est indice C3, ça correspond pas à l'indice de T2. Hein. Voilà, donc vous formalisez pas sur ça, c'est pas méchant. Donc voilà, T2, je vais tracer ce qui est relatif à T2, je vais tracer ça en bleu, et puis la pulsation particulière de T2, c'est oméga 3 égale 100 radians par seconde. Voilà, T4, donc tout ce qui est relatif à T4, ça va être tracé en vert, et puis le oméga particulier de T4, c'est oméga 1, encore une fois, les indices ne se correspondent pas, le oméga 1, c'est 1000. T3, donc 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 2 avec une pulsation particulière oméga 2 qui est égale à 10,4. Donc tout ce qui va être relatif à T3 ce sera tracé en rouge. Alors, si je passe au gain, G égale 20 log de module de K. Alors 20 log de module de K, ça fait 20 log de K, plus 20 log de module de T2, 20 log de module de T2 CG2, plus 20 log de module de T4 CG4, plus 20 log de module de T3 CG3. Voilà, donc le 20 log de K, alors K c'est 100, 20 log de K, ça fait 20 log de 100. 20 log de 100, c'est 20 log de 10 puissance 2. Log décimal 10 puissance 2, ça fait 2. Multiplié par 20, ça fait 40 dB. Donc le 20 log de K, c'est 40 dB. Ça veut dire que sur mon diagramme de Bode du gain, la somme de G2, G3 et G4, ben, tout est augmenté de 40 décibels. Hein. Il y a un 40 dB en plus de gain par rapport à la somme G2, G4 et G3. Et ce 40 dB, je l'ai quel que soit oméga. Hein. J'ai plus 40 dB quel que soit oméga. Donc pour tracer G, vous voyez, il faut faire G2 plus G4 plus G3, et puis après translater tout ça vers le haut de 40 dB. Donc la petite astuce, vous verrez après, que j'ai prise, c'est qu'au lieu de prendre mon axe pour le gain à 0 dB, je l'ai pris à 40 dB, de manière à ne pas avoir à retranslater le tout de 40 dB à la fin, hein, puisque ce 40 dB, il s'applique quelle que soit la fréquence. Pour la phase, par contre, K n'intervient pas, puisque la phase de T, c'est l'argument de K, plus l'argument de T2, plus l'argument de T4, plus l'argument de T3. L'argument de K, c'est l'argument d'un réel positif C0. Donc ça fait argument de T2 phi 2, plus argument de T4 phi 4, plus argument de phi 3. L'argument de T3, c'est plutôt phi 3. Voilà. Donc, donc on va tracer ensuite les diagrammes de Bode de chacune des fonctions. Vous voyez, donc on va tracer les diagrammes asymptotiques de G2 en bleu, G4, G3. Donc ça, a priori, on connaît par cœur, puisqu'on a, c'est par rapport à ce qu'on a vu en cours, à ces fonctions élémentaires. Et ensuite, pour la phase, je vais tracer aussi les diagrammes asymptotiques des phases des différentes fonctions élémentaires. Voilà. Et ensuite, j'aurai qu'à sommer. Je fais ça, je trace avec le bon code couleur, hein, donc ce qui est relatif à T2 en bleu, ce qui est relatif à T4 en vert, ce qui est relatif à T3, je le trace en rouge. Et puis après, j'aurai plus qu'à sommer tout ça. Voilà. Alors, ici, alors je reviens un petit peu vers vous pour voir si vous n'avez pas de questions particulières. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire que vous m'entendez tous et que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, hein, sur l'exercice 1. Voilà, je fais un petit arrêt là parce que je suis un peu rapide peut-être. Voilà, j'en vois qu'ils sont en train d'écrire, donc j'attends un petit peu. Ouais, ça va. Alors vous me croyez, il ne faut pas que me croire, il faut comprendre, hein, monsieur Pierre Rouc. Voilà, c'est pas... Ah oui, ça va. Non, vous mettez pas je vous crois, vous mettez je crois. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Voilà. Vous voyez, par rapport à ces tracés-là, avec quand on peut décomposer une fonction en fonction élémentaire, par rapport à ces tracés, voilà, ce qu'il faut, c'est 4 fonctions élémentaires, T1, T2, T3 et T4.
il faut avoir les tracés des diagrammes de Bode en tête. Et vous voyez, si là je peux décomposer, je vais avoir à tracer les diagrammes des fonctions élémentaires, que ce soit pour le gain ou la phase, et ensuite c'est juste une somme que je dois faire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire de quotient. Vous ne devez pas faire un quotient, par exemple T2 divisé par T3. Il faut faire T2 fois T4, mais pas T2 divisé par T3. Pourquoi? Parce que si vous avez un quotient, vous voyez, quand vous allez passer au gain ou à la phase, ça va faire une différence. Et ensuite, aller faire une différence graphique, c'est plus facilement source d'erreur que si on a juste à faire des sommes graphiques. Voilà, donc on décompose uniquement en produit de fonctions et jamais en quotient de ces fonctions élémentaires. Alors, pour faire le tracé, je l'ai fait sur un papier semi-logarithmique à 4 décades. Ce que vous avez dans le fascicule de TD, c'est du papier semi-log 3 décades, c'est-à-dire que vous avez 3 blocs. Vous pouvez passer de oméga à 10 oméga, puis à 100 oméga, et puis à 1000 oméga. Il y a 3 blocs. Là, c'est un peu juste pour y placer 3 fréquences particulières, 3 pulsions particulières. Donc, j'ai plutôt pris une feuille 4 décades, et ces feuilles, cette feuille 4 décades, vous la trouvez également sur Moodle. Sur Moodle, je vous ai remis une feuille au format A4 de papier semi-log 3 décades. Vous en avez une autre en 4 décades et vous avez une feuille qu'on utilise un petit peu moins où il y a 5 décades, donc 5 blocs. Donc moi je vous conseille, si vous avez une imprimante, vous les sortez pour essayer de vous entraîner, de refaire un petit peu moi ce que j'ai déjà fait de mon côté. Voilà, donc on va aller sur une feuille semi-log 4 décades et on va essayer de tracer un peu tout ça. Alors, voilà, donc je vais tout reprendre en détail avec vous. Alors vous voyez, ça c'est la feuille, je vais reprendre le tracé, je vais tout repasser, je vais repasser par-dessus, je vais refaire la somme devant vous, vous allez comprendre un petit peu ce qu'on a fait. Alors vous voyez, donc là vous avez une feuille 4 décades, vous avez 4 blocs, vous le voyez ici. Voilà, ici j'ai le premier bloc de 1 à 10, voilà, un deuxième bloc ici de 10 à 100, Voilà, toujours les mêmes graduations, puisque entre log de 1 et log de 2, on a le même espacement qu'entre log de 10 et log de 20. Donc ensuite, un autre bloc de 100 à 1000, et puis un dernier bloc de 100 à 10 000. Voilà, donc je partage la feuille en deux, donc une partie pour tracer la phase, une autre partie pour tracer le gain. Généralement, le gain, on le trace en haut, la phase, on le trace en dessous, et on conserve la même échelle pour la pulsation, c'est-à-dire que pour la pulsation, les pulsations pour le gain et pour la phase, vous voyez, je les place au même endroit sur l'axe horizontal. Alors, je vous ai dit que au lieu de placer l'axe, vous voyez mon axe il est ici du repère, au lieu de le placer à 0 dB, je l'ai mis à 40 dB pour tenir compte du 20 log de K, le 20 log de K, je vous rappelle qu'il vaut 40 dB. Voilà, donc je place mon axe à 40 dB et je fais en fait comme si l'axe il était à 0. Vous voyez, c'est juste pour tenir compte du 20 log de K que j'ai pas retranslaté ma courbe de 40 dB une fois que j'aurai fini mon tracé. D'accord? Donc là je mets mon 40 dB, mais mon 40 dB en fait il joue le rôle du 0 dB. Donc l'axe horizontal ici, avec une ordonnée égale à 40 dB, et puis j'ai pris 3 carreaux ou 3 cm, c'est une feuille de papier A4, donc le carreau ici, la graduation, c'est à peu près 1 cm sur la feuille de papier A4. Vous voyez, 3 graduations comme ça, c'est 20 dB. Donc là, hop, si je monte de 20 dB, si je monte de 3 graduations, je monte de 20 dB, donc je passe de 40 à 60. Et si je descends ici de 3 graduations, 40 moins 20, je suis à 20 dB. Et si j'enlève encore 3 graduations, je passe à 0. Donc vous voyez, le 0, je vais l'avoir ici. Voilà. Et ensuite, je place et j'essaie d'utiliser le mieux possible ma feuille de papier log. Je sais qu'aux extrémités ou au bout de chaque décade, je peux placer que des puissances de 10. Donc j'ai 3 pulsations particulières à placer, donc 100, 1000 et 10 000. Donc le 100, je vous rappelle que c'était relatif à T2. Donc le 100 radians par seconde, je vais le mettre au bout de la première décade. Ensuite, au bout de la deuxième décade, donc à 100 fois 10, c'est 1000. Donc c'est le oméga 1 qui était relatif à T4. Et ensuite, j'ai encore 10 000 à placer. Donc au bout de la troisième décade, je place l'oméga 2 égale 10 000, donc qui est la pulsation particulière de la fonction élémentaire de type T3. Voilà. Et alors, une fois que j'ai fait ça, je fais mes tracés des gains
des fonctions élémentaires. Alors, je commence par tracer, je vais vous le faire devant vous. J'ai commencé par tracer G2. Alors G2, je vous rappelle que c'est une droite qui passe par la position particulière, donc ici ça va être oméga 3, et de pente moins 20 dB par décade. Vous voyez, donc je vais là. Alors elle va vraiment, vous voyez, c'est le gain G2, c'est vraiment une droite, c'est pas deux demi-asymptotes comme on a pour T3 et T4. Alors je vais vous la tracer. Voilà, donc elle passe ce gain-là, il passe par oméga 3, donc c'est G2, je le mets en bleu, je vais tracer en bleu. Là, ça passe par oméga 3 égale 100 radians par seconde, et la pente c'est moins 20 dB par décade, c'est-à-dire que oméga 3 c'est 100, à 10 oméga 3 1000, je dois avoir une décroissance du gain de 20 dB. Donc à oméga 3, vous voyez, j'ai 40 dB. Donc à 10 oméga 3, je dois avoir 40 moins 20 dB. Voilà, donc je trace la courbe, je la fais en pointillé. Hop, voilà. Voilà, et elle s'étend, vous voyez, de part et d'autre de oméga 3. C'est pas des ici c'est pas des demi asymptotes comme pour G3 et G4. Voilà, donc là j'ai en bleu j'ai G2. Ensuite en vert je vais faire G4. Voilà, alors là pour le coup c'est des demi asymptotes, hein. G4 c'est une demi asymptote horizontale à 0 dB pour G4, donc là j'ai du 0 dB jusqu'à 1000, jusqu'ici. Voilà, et après, au-delà de oméga 1 égale à 1000, ben, j'ai ma demi-asymptote oblique de pente 20 dB par décade. C'est-à-dire que une décade plus loin qu'oméga 1, à 10 000, je dois avoir une progression du gain de 20 dB. Donc passer de 40 à 60, donc ça donne ça. Voilà, donc en vert, j'ai, on peut dilater un petit peu, en vert, donc j'ai 4, il me manque à tracer en rouge G3. Donc G3, c'est 0 dB jusqu'à oméga 2, et ensuite on a une pente de moins 20 dB par décade. Alors je regarde si vous suivez toujours. Ouais, ça a l'air, j'ai pas de questions, donc ça va passer. Alors, là on va tracer en rouge, tracer G3. Voilà, donc 0 jusqu'à oméga 2. À partir de oméga 2, une droite de pente moins 20 dB par décade. C'est-à-dire qu'à 10 000, je dois avoir 40 moins 20 dB. Voilà. Donc là, j'ai les 3. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben maintenant, je dois sommer les 3. Alors, vous voyez que si je somme les 3, donc sommer les 3, c'est sommer la bleue, la verte et puis la rouge. Si je somme les 3, ben au départ, vous voyez la rouge et la verte, vous faites comme si vous aviez 0 dB ici. Le 40, c'est juste parce que j'ai rajouté mes 40 que je ne veux pas avoir à rajouter à la fin. D'accord? Donc vous voyez que les deux premières, elles apportent pas de gain, la rouge et la verte. Il y a que au départ, il y a que la bleue, donc ça va suivre la bleue. Arrivé ici, vous voyez, arrivé à oméga 1, ben, là on va se retrouver avec l'influence de la verte, c'est-à-dire que vous allez avoir la bleue et la verte. La verte est la plus 20 dB, la bleue est la moins 20. La somme des deux, plus 1 et moins 1, plus 20 et moins 20, ça fait 0. Donc vous allez avoir ici une droite horizontale de pente égale à 0.
Et à partir de oméga 2, vous voyez que vous avez l'influence des trois, vous avez la verte, vous avez la rouge qui commence à varier, et vous avez toujours la bleue. Donc vous allez avoir ici, à partir de oméga 2, du plus 20 dB par décade, moins 20 pour la rouge, et puis moins 20 également pour la bleue. Donc plus 20, moins 20, ça vous fait du moins 20 dB par décade, ça va se remettre à décroître avec une pente de moins 20 dB par décade. Donc je vais vous sommer tout ça, je vais vous tracer la somme. Alors je vais faire avec ça plutôt ici, ça sera plus, ça va être plus marqué. Donc je mets la règle ici. Alors, vous voyez, on a dit que ça suit la bleue jusqu'à oméga 1. Donc voilà, si je trace ici, ça me fait ça, hop, et jusqu'à oméga 1. Et à partir de oméga 1, ben, j'ai du plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc à partir de ce point-là, la droite, elle devient horizontale. Vous voyez, avec une ordonnée de 20 dB. Voilà. Et à partir de oméga 2, ben vous avez la verte, la rouge et la bleue. La verte c'est plus 1, la rouge c'est moins 1, ça fait 0. Et puis il vous reste la bleue, donc moins 20 dB par décade. Ah, vous voyez, j'ai la somme des trois. En jaune, j'ai la somme des trois. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez des questions donc, par rapport à cette construction? C'est important que vous ayez compris. Hein. Pas de questions? Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, je passe à la phase. Donc, j'attends Clémence, peut-être qu'il va me poser une question. C'est bon? D'accord. Alors je passe à la phase. Donc la phase c'est pareil, ben, je vais devoir tracer en bleu la phase de T2. Je vous rappelle que la phase de T2 c'est moins pi sur 2. En vert je vais tracer la phase de Φ4 de T4, 0 plus pi sur 2. Et en rouge la phase Φ3 de T3, donc 0 jusqu'à oméga 2 et ensuite moins pi sur 2. Alors, ben, je fais ce que j'ai fait pour le gain. Là, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de droite ou d'asymptote oblique. C'est tout horizontal. Donc, vous voyez, alors j'ai pris l'échelle que j'ai prise ici. Hein, c'est 3 carreaux, c'est pi sur 2. Voilà, j'ai mis l'axe au milieu. Donc l'axe il est à 0 radian. Et puis j'ai placé, vous voyez, oméga 3, oméga 1, oméga 2 au même endroit que pour le gain. Hein, pour voilà avoir on prend la même échelle en abscisse pour le gain et pour la phase. On utilise, vous voyez, la moitié de la feuille du haut pour le gain, la moitié de la feuille du bas environ pour la phase. Donc je trace en bleu, je vais tracer ici Φ2 à moins pi sur 2. Voilà, c'est moins pi sur 2 constant. Ensuite, Φ4 en vert, donc Φ4 0 jusqu'à oméga 1, et puis pi sur 2 radian à partir de oméga 1. Voilà, donc ça je fais ça en vert. Voilà. Voilà, donc là j'ai tracé Φ4, il me reste à tracer Φ3 que je vais tracer en rouge. Voilà, ça fait ça. Alors j'ai un petit peu tracé un peu plus haut, comme ça, ça permet
de pas trop mélanger, vous voyez, d'y voir un peu plus clair peut-être. Là, donc jusqu'ici. Et à partir de là, hop, moins pi sur 2. Voilà. Et là, je vais faire la somme. Alors, je dois sommer donc les courbes en rouge, en vert et en bleu. Alors, vous voyez que au départ, ici, vous avez que la bleue. La rouge et la verte, elles sont en 0. Ensuite, vous voyez, la verte et la bleue, pi sur 2, moins pi sur 2, ça va faire 0. Et ensuite, ici, pi sur 2, la verte et la bleue, moins pi sur 2, moins pi sur 2, ça va faire moins pi sur 2. Donc, je fais la somme. Voilà, on va tracer avec un gros trait. Voilà, donc d'abord moins pi sur 2, puis il n'y a que la bleue. Alors à partir de oméga 1, il y a la verte et la bleue, donc ça refait 0. Voilà, et après oméga 2, la verte, la bleue et la rouge, donc pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2, ça fait moins pi sur 2. Voilà. Et bien sûr, là, vous avez des marches d'escalier comme transition pour le diagramme asymptotique. Voilà. 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 D'accord, hein, donc moins pi sur 2, 0 entre oméga 1 et oméga 2, et moins pi sur 2 à nouveau au-delà de oméga 2. Voilà donc les deux courbes, courbe de gain, courbe de phase. Alors si on voulait être un petit peu plus précis, il aurait fallu peut-être tracer le diagramme réel. Alors le diagramme réel, pour le gain, il se superpose quasiment au diagramme asymptotique. On aurait eu un petit décollement ici au niveau de oméga 1. Ici aussi, ça se décolle un petit peu au niveau de oméga 2 par rapport à la courbe asymptotique. Pour la courbe de phase, en fait, réelle, elle se serait inscrite dans le gabarit qui est formé par la courbe asymptotique. Et donc assez peu de différence au final. Pour le gain, on peut dire que le gain asymptotique, c'est quasiment la courbe réelle. Pour la phase, il faut prendre quelques points autour de oméga 1 et oméga 2 pour avoir la courbe réelle de phase. Voilà, donc ça termine donc l'exercice 1. Voilà, et je vais donc